Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration de sources. Aujourd'hui, on va décortiquer une étude scientifique assez fascinante, je trouve. Elle pose une question très concrète pour tous ceux qui s'entraînent un peu sérieusement. Comment on peut rendre des séances parfois un peu répétitives, moins ennuyeuses, et surtout sans perdre les bénéfices physiques? L'étude s'appelle Acute Neuromuscular Fatigue of a Random versus Constant Session of Repeated Standing Long Jumps. Les auteurs sont Sylvain Dott, Philippe Jiménez et Sidney Grosprêtre. Et c'est paru tout récemment, en 2024, dans le Journal of Sport Science and Medicine. C'est le volume 23, page 895 à 906, pour ceux qui aiment les détails précis. Alors, la question de fond, elle est simple mais vraiment pertinente. Imaginez une séance avec plein de répétitions. Ici, c'était des sauts en longueur sans élan. Est-ce que varier l'intensité à chaque saut de façon aléatoire, ça change quelque chose par rapport à une séance où l'intensité est toujours la même, bien sûr? Et le point hyper important, la charge de travail totale, elle reste identique. Et le truc qui intrigue vraiment, c'est que, ok, les mesures physiques sont intéressantes, on va y venir, mais la vraie surprise, elle vient de la perception des participants. Comment ils ont vécu ces séances? Et là, ça détonne un peu. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Peut-être juste pour être clair, c'est quoi l'entraînement aléatoire par rapport à l'entraînement par bloc? En gros, le bloc, c'est facile. On répète, on répète, on répète. Toujours pareil, genre 50 fois le même tir au but, depuis le même endroit. L'aléatoire, on mélange. On varie les exercices ou les paramètres d'un même exercice dans la séance. Le footballeur pourrait alterner tir au but, passe courte, centre. Et on sait déjà, grâce à pas mal d'études, que cet entraînement aléatoire, c'est souvent bon pour apprendre sur le long terme, pour retenir et savoir réutiliser ce qu'on a appris. Exactement. Ça renvoie à un concept qu'on appelle l'interférence contextuelle. Ça date des années 60, c'est pas nouveau. L'idée, c'est que quand on varie les choses, ça crée une petite interférence, ça force le cerveau à reconstruire un peu le plan d'action à chaque fois. Et ce petit effort mental supplémentaire, même si sur le coup, ça peut rendre la perf un peu moins bonne, Ah oui. oui, parfois, la performance immédiate peut baisser un peu. Mais c'est ce processus qui semble renforcer l'apprentissage pour plus tard. Rétention, transfert. Ce qui est original dans l'étude de Dott et ses collègues, c'est qu'ils n'ont pas changé le type de tâche. La plupart des études sur l'interférence contextuelle mélangent différents exercices. Là, non. Ils ont gardé le même exercice, le saut en longueur sans élan. Mais ils ont rendu l'intensité aléatoire à chaque saut. C'est plus subtil. Et sur ça, varier juste l'intensité d'une même tâche, il y a peu de données en fait. Une étude précédente avait même trouvé que le bloc, la constance, c'était mieux pour la précision sur une tâche de force. Donc là, ils explorent vraiment cet effet de la randomisation de l'intensité seule. Un peu comme au parcours, où les athlètes doivent constamment adapter la force de leur saut à des distances qui changent. C'est très clair. Alors, le protocole expérimental, comment ça s'est passé concrètement? Ils ont recruté 15 jeunes adultes, sportifs. Chacun a fait 2 séances d'entraînement, avec une semaine d'écart entre les deux. Et le cœur de la séance, c'était donc une série de 100 sauts en longueur sans élan. Ça fait beaucoup. De quoi fatiguer, oui. Et la différence, elle était dans la consigne. Pour la séance constante, CO, c'était simple. À chaque saut, viser 80% de son record personnel. Toujours 80%. Pour la séance aléatoire, RA, là ça changeait tout le temps. L'ordinateur disait allez 65%, puis 95%, puis 75%, etc. De manière aléatoire. 25 sauts à chaque intensité, 65, 75, 85, 95%. Mais dans le désordre. Et on le redit parce que c'est fondamental. Les chercheurs ont bien vérifié que la distance totale sautée était la même dans les deux conditions. La charge physique globale, le volume, était équivalent. Absolument. C'est la clé pour pouvoir comparer. Sans ça, l'étude n'aurait pas beaucoup de sens. Et pour évaluer les effets, ils ont mesuré pas mal de choses. Juste avant la série de 100 sauts et juste après. En gros, ils ont regardé 3 domaines. La performance physique pure, la hauteur en saut vertical, CMJ, la force max des cuisses, MVIC, des indicateurs classiques de fatigue. L'état du système neuromusculaire, là c'est un peu plus technique, avec l'électromyographie, EMG, pour voir l'activité des muscles, et aussi des réflexes, pour voir si la fatigue touche aussi les nerfs ou la moelle épinière, et bien sûr le ressenti subjectif. Très important ici. Comment les participants ont perçu l'effort, échelle RPE, mais aussi des questions plus fines. Est-ce que c'était dur d'être précis? Est-ce que c'était ennuyeux ou plutôt sympa? La charge mentale. Et même les courbatures les jours d'après. D'accord, une batterie de tests assez complète.
Alors, les résultats. Commençons par le physique. Est-ce que la séance aléatoire a fatigué plus ou moins ou différemment? Alors, premier point, oui, les 100 sauts Saint-Aube, ça a fatigué. Pas de doute là-dessus. La hauteur du saut vertical a baissé d'environ 5%, la force maximale des cuisses aussi d'environ 11%. Donc, objectivement, ils étaient moins performants après. Le protocole a bien induit de la fatigue. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, cette baisse de performance, elle était quasiment la même qu'ils aient fait la séance constante ou la séance aléatoire. Pas de différence significative entre les deux conditions sur ces mesures de fatigue physique. C'est exactement ça. Et cette similarité, on la retrouve aussi quand on regarde au niveau neuromusculaire. L'activité électrique des muscles pendant un effort maximal, l'EMG, pendant la MVC, elle a diminué. Ça suggère une fatigue, probablement en partie centrale, c'est-à-dire que la commande nerveuse était moins efficace. Mais là encore, cette baisse était similaire dans les deux groupes. Pas de différence liée à l'organisation de la séance. Pareil pour les réflexes mesurés. Ils ont montré une baisse de l'excitabilité nerveuse au niveau spinal, signe de fatigue, mais de manière comparable entre constante et aléatoire. Donc, pour résumer cette partie sur la fatigue aiguë, physique et neuromusculaire mesurée juste après l'effort, organiser l'intensité de façon aléatoire ou constante, ça n'a pas semblé faire de différence notable quand la charge totale est égale, bien sûr. C'est déjà un résultat en soi. Ça va un peu contre l'idée qu'on pourrait avoir que l'aléatoire, c'est forcément plus stressant ou plus fatigant physiquement. Un petit mot sur la performance pendant la séance aléatoire. Est-ce qu'ils arrivaient à l'être précis et comment leur saut en longueur lui-même a évolué? Alors, sur la précision, la capacité à atteindre la cible de distance demandée, elle ne s'est pas améliorée pendant la séance aléatoire. Comparer les 20 premiers sauts aux 20 derniers ne montre pas de progrès significatif, ce qui suggère qu'une seule séance comme ça ne suffit pas pour devenir immédiatement meilleur à ajuster sa force. Ça colle bien avec la théorie de l'interférence contextuelle. L'aléatoire perturbe un peu la performance immédiate, mais c'est censé être bénéfique à plus long terme pour l'apprentissage. D'accord. Et l'autre point? Sur le saut lui-même. La force max. La performance maximale en saut en longueur sans élan, elle, n'a pas diminué significativement après les 100 sauts. Ah bon? Ça c'est étonnant, hein? Comment on explique ça? Moins de force, moins de détente verticale, mais on saute aussi loin? Oui, c'est surprenant. L'article avance une hypothèse. Le saut en longueur sans élan, c'est un geste technique assez complexe. Il y a la coordination, l'utilisation des bras, le timing. Il est possible que les 100 répétitions, même si elles fatiguaient les muscles, aient permis une sorte d'apprentissage technique rapide, une optimisation du geste. Hmm, Par exemple, ils ont peut-être appris à mieux se servir de leurs bras, ce qui aurait compensé la baisse de force des jambes sur ce geste spécifique. C'est une piste d'explication. Intéressant. Donc si on récapitule, avant d'attaquer les ressentis, fatigue physique et neuro mesurés similaires entre les deux séances. Pas d'amélioration de la précision pendant la séance aléatoire, et une performance max sur le saut qui résiste bien à la fatigue dans les deux cas, peut-être par adaptation technique. On pourrait presque se dire, bon, constant ou aléatoire, pour la fatigue immédiate, ça change pas grand-chose. Exactement. Si on s'arrêtait là aux chiffres objectifs, on pourrait conclure ça. Mais c'est là que le ressenti des participants, les mesures subjectives, viennent tout bousculer. On y arrive. Le moment clé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, ces participants? Comment ils ont vécu tout ça? D'abord, l'effort perçu globalement avec l'échelle de Borg. Bon, les deux séances étaient perçues comme fatigantes, logiquement. Il y avait une petite tendance, mais juste une tendance pas statistiquement significative, pour que la séance aléatoire soit ressentie comme un tout petit peu plus dure. Les auteurs suggèrent que c'est peut-être lié à la charge mentale un peu plus élevée. Devoir s'adapter à chaque saut, ça demande un petit effort cognitif en plus. Oui, ça se tient, mais alors, quand on regarde les autres questions, là, ça devient flagrant. Le questionnaire NASA-TLX, qui mesure différentes facettes de la charge de travail perçue, il y a un résultat très net. Les participants se sont sentis significativement plus performants, ils avaient un sentiment de réussite bien plus grand après la séance aléatoire. C'est fou, non? Même charge de travail physique, même niveau de fatigue mesuré, mais subjectivement, ils ont l'impression d'avoir mieux réussi quand c'était varié. Et ce n'est pas fini. Non. Le résultat peut être le plus marquant, et là, c'est très significatif statistiquement. Oui. C'était une question simple sur une échelle visuelle. Avez-vous trouvé cette séance ennuyeuse ou divertissante? Et la réponse sans appel. La séance aléatoire a été jugée beaucoup plus divertissante, et donc moins ennuyeuse, que la séance constante. Ah oui, carrément. Et pour être complet sur le subjectif, ils ont aussi regardé les courbatures, les DOMS, les jours suivants.
aucune différence significative. La séance aléatoire n'a pas provoqué plus de douleurs musculaires que la constante. Donc, on se retrouve avec ce tableau de séances qui, sur le plan physique et neuro, fatiguent de manière très semblable. Mais l'une est perçue comme nettement plus agréable, moins chiante, pardonnez-moi l'expression, C'est ça. et en plus, elle donne l'impression d'avoir mieux travaillé, d'avoir été plus efficace. C'est quand même un résultat fort, ça. Tout à fait. C'est une belle illustration qu'il peut y avoir une dissociation entre ce que le corps subit objectivement et comment on le vit subjectivement. Ça montre que le simple fait d'introduire de l'imprévisibilité, de la variété dans l'intensité, même de façon contrôlée, ça peut vraiment transformer la perception d'un effort qui sinon serait juste répétitif. La petite charge mentale en plus, elle semble largement compensée par moins d'ennui et un plus grand sentiment de compétence. C'est assez puissant comme effet. Ça peut être une super stratégie. Attention, il faut quand même contrôler la charge globale, c'est important. L'étude le montre bien. Oui, s'assurer que le volume total reste le même. Exactement. Mais si on fait ça, on peut rendre la séance plus sympa, plus motivante pour l'athlète, et apparemment sans compromettre la performance physique immédiate ou augmenter la fatigue de façon démesurée. Il faut juste trouver un moyen simple de garder la charge globale équivalente. Ici, c'était la distance totale, ça pourrait être le tonnage total en muscu ou le temps total d'effort à haute intensité. On pourrait imaginer ça en natation, sur des séries longues. Au lieu de faire 10 fois 100 mètres au même rythme, faire 10 fois 100 mètres avec des objectifs de temps qui varient aléatoirement autour d'une moyenne. Oui, potentiellement. Ou en course à pied, sur une séance de VMA, varier un peu les temps d'effort ou de récup autour des valeurs cibles. L'étude est sur des sauts, mais le principe de rompre la monotonie, de garder l'athlète mentalement engagé de façon positive, ça pourra s'appliquer ailleurs. Ça pourrait être très utile pour les longues préparations ou pour des profils d'athlètes qui supportent mal la routine. Donc si on fait la synthèse, cette étude compare saut constant versus saut aléatoire en intensité, mais avec la même charge totale. Résultat, fatigue physique et neurosimilaire juste après, mais grosse différence sur le ressenti. La séance aléatoire est beaucoup moins ennuyeuse et donne un plus grand sentiment de réussite. C'est tout à fait ça. Une modification assez simple de l'organisation de la séance pour un bénéfice sur l'expérience vécue qui semble vraiment significatif et sans coût physique apparent, à court terme du moins, dans ce protocole. Ce qui nous amène à une dernière petite question pour la route. Si ce petit changement structurel a un impact si net sur le ressenti immédiat, qu'est-ce que ça pourrait donner à long terme ? Est-ce que rendre l'entraînement moins monotone comme ça pourrait améliorer l'adhésion au programme, la motivation sur des mois, des années? Ça paraît plausible, non? Oui, c'est une question très pertinente. On sait que l'adhésion, la motivation, c'est crucial. Si on peut rendre l'entraînement plus agréable, Et au-delà de la motivation, est-ce que cette nécessité de s'ajuster constamment à une cible qui change, est-ce que ça ne pourrait pas, à la longue, affiner certaines capacités? L'estimation de sa propre force, l'ajustement fin de la puissance, des choses qu'on ne voit pas après une seule séance. C'est une excellente piste de réflexion, oui. Est-ce qu'il y a un bénéfice caché sur l'apprentissage moteur fin, au-delà de la simple perception? Ça mériterait d'autres études sur du plus long terme et peut-être dans d'autres disciplines aussi. Voilà de quoi réfléchir. Notre exploration de cette étude touche à sa fin. Pour ceux et celles qui veulent vraiment aller au fond des choses, voir les stats, la méthodologie en détail, la discussion complète, on vous encourage vivement à lire l'article original. Donc Dauté, Jiménez et Gros-Prêtre dans le Journal of Sport Science and Medicine, volume 23, paru en 2024. Merci de nous avoir écoutés pour cette analyse et puis n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne pas rater nos prochaines explorations de sources. À très bientôt.